Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à votre émission Sur la Brèche. Sur la Brèche, ce soir, Monsieur Germain Bichou Nama, journaliste et directeur fondateur du bimensuel L'événement. Bonsoir, Monsieur Nama. Bonsoir. Et merci pour votre disponibilité. Alors, Monsieur Nama, un coup d'œil sur votre CV, sur votre parcours. Vous avez fait votre école primaire à Sapuy, dans le 56-62. Après le CEPE, direction Koudougou, au collège Moukassa. Après le BEPC en 1967, vous vous retrouvez à l'école normale de Ouagadougou, où vous obtenez le baccalauréat série A4 en 1971. Déjà à ce niveau, M. Nama, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce parcours qui vous conduit de Sapuy à Koudougou jusqu'à Ouagadougou? Je vais rectifier un peu les informations que vous avez données. Effectivement, j'ai fait l'école primaire dans la zone, mais c'est précisément à Léo en 1956. Nous avons été recrutés en 1956. Après, je suis allé à Zabré, où j'ai rejoint mon père, parce qu'à Léo, j'étais chez mes grands-parents. Et ensuite, j'ai rejoint Zabré, où se trouvait mon père, qui était un instituteur. Nous sommes rentrés à Sapuy en 58-59. Et donc, c'est là-bas que j'ai terminé mon cycle primaire et j'ai fait effectivement mon certificat et les bourses à l'époque. Ce qui m'a ouvert la porte du collège Boukassa de Koudougou. Et puis bon, voilà, et après le collège Boukassa de Koudougou, Dieu merci, on a pu effectuer le parcours sans accroc. Et on s'est retrouvé donc d'abord au lycée technique de Ouagadougou, puisqu'il y avait des orientations, et puis ensuite à l'école normale. Mais avant l'école normale, j'ai fait le lycée Ouezin Coulibaly. J'ai vraiment parcouru le pays. Hein. J'ai fait le lycée Ouezin Coulibaly. C'est pas un parcours classique. Ah non, non, bon. Et puis bon, j'ai fini par l'école normale à Ouagadougou, des instituteurs et des institutrices, c'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque. Nos aînés là-bas, c'était les Laya Savargo. Voilà. Et c'est là-bas que j'ai eu mon baccalauréat avant de m'envoler pour l'université de Dakar. Et comment vous êtes retrouvé au lycée technique de Ouagadougou? Non, vous savez, c'était des orientations et on regardait un peu les notes au BPC. Et puis bon, ben, on vous classe comme ça, on vous envoie comme ça, parce que si vous avez une bonne note, on vous dit, bon, vous pouvez faire le lycée technique. Mais je crois qu'ils se sont lourdement trompés, parce qu'on peut avoir une bonne note sans être un mathématicien. Et c'était mon cas, je n'étais pas un mathématicien. Et très vite, je me suis rendu compte que le lycée technique, ce n'était pas... Vous n'étiez pas à votre place? Je n'étais pas à ma place. Et c'est pourquoi j'ai changé. Je suis allé au lycée Ouezin Coulibaly et ensuite à l'école normale. Donc vous aviez plus d'aptitude en littérature? Tout à fait, tout à fait. Oui, effectivement, oui. Mais bon, alors, donc, peut-être je devance l'iguane dans l'eau. Au baccalauréat, vous savez, nous avons été les premiers cobayes au niveau de, comment on appelle, les tests d'orientation. On m'avait demandé ce que je voulais faire. Ce que j'ai demandé en premier, c'était le journalisme. J'ai demandé en premier à faire le journalisme. Ensuite, en deuxième position, c'était la psychopédagogie. En troisième position, c'était la philosophie. Alors, je ne sais pas pour quelle raison ils m'ont envoyé faire la philosophie. La philosophie. On va y revenir certainement. Mais parlez-nous quand même des conditions d'études à cette époque-là. En tout cas, à l'école primaire, déjà, je dois dire que nous avons bénéficié de conditions d'études assez intéressantes parce que déjà, nous avions toutes les fournitures. Hein. On nous faisait des dotations complètes, hein, des livres, des cahiers, de l'encre, des plumes, voilà. Et puis, nous bénéficions également aussi de la cantine scolaire. J'étais même d'ailleurs délégué à ce niveau-là. On allait au marché, on achetait un vrac à manger, puis on convoyait ça à l'école pour le repas des élèves. Donc, ce n'était pas mal. À l'école normale aussi, nous étions gâtés parce que c'était l'internat. L'internat, nous étions habillés, nous étions logés et nous étions payés. On avait un pécule
et nous étions nourris aussi. Donc, je peux dire que on n'a pas, en tout cas, on a été bien logés, en tout cas. Et à l'époque, bon, de ce qui nous revient, c'est que si vous vouliez travailler, c'était simple. À l'époque, si vous ne vouliez pas poursuivre, oui, et que vous souhaitiez, par exemple, devenir instituteur. Moi, oui, tout à fait. D'ailleurs, même, il y a eu un épisode en 1971, lorsque nous passions le bac. Il s'est trouvé que il y a eu une grosse manifestation d'élèves contre la venue de Houphouët-Boigny. Et comme on voulait nous sanctionner, on a orienté pas mal d'élèves de l'école normale à l'école primaire. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé un critère. C'est-à-dire que si vous n'avez pas 12 de moyenne, vous n'avez pas eu 12 de moyenne aux choses, de moyenne générale en classe, vous ne pouvez pas aller faire des études supérieures. Alors, M. Nama, vous l'avez dit, donc, baccalauréat série A4 1971, vous vous retrouvez après à Dakar, au Sénégal, pour des études de philosophie. Alors, pourquoi Dakar? Et comment vous avez reçu cette orientation en philosophie, vous qui vouliez être journaliste? Ben, écoutez, ça ne dépendait pas de nous, ça dépendait de ceux qui nous orientaient. Parmi ceux qui orientaient, il y avait un certain Georges Ouédraogo, je crois que ça devait être un sociologue, et M. Philippe Sommet, l'ancien ministre de l'Éducation nationale. C'est eux qui, en tant que psychologue, lui il était psychologue, c'est eux qui orientaient. Alors moi je ne sais pas pourquoi est-ce que j'ai été orienté en philosophie. En tous les cas, bon ben écoute, ça n'a pas posé de problème. Je suis allé à l'université de Dakar. Ça ne vous a pas découragé? Non, ça ne m'a pas découragé. Bon, le cursus s'est bien passé, puis après, bon, on a continué en France. Parce que la philosophie, ce n'est pas une discipline qui jouit toujours d'une bonne image. Je vais dire, dans la société, il y a des clichés quand même autour de cette discipline. Ouais, tout à fait. Est-ce que cela ne vous a pas un peu refroidi quand vous avez vu que vous étiez orienté en philo? Oui, évidemment, c'est vrai qu'il y a un langage ésotérique au niveau de la philosophie, mais il fallait quand même faire l'effort de comprendre, de percer ce langage ésotérique pour saisir la substance de la philosophie. Et une fois que vous avez compris, vous l'assimilez vous-même pour le rendre un peu plus digeste. Je crois que si les élèves qui m'ont connu savent très bien que bon, mes cours n'étaient pas des cours compliqués. Il n'y avait rien de compliqué dans les cours de M. Nama. La philosophie était... J'ai fait redescendre la philosophie sur terre. Et en tout cas, avec mes élèves, on en discutait de façon joyeuse. Donc, Dakar, parcours sans encombre. Après donc, la deuxième année, vous vous envolez pour Dijon en France. Nous sommes en 1974 où vous obtenez la licence, la maîtrise et le DEA en philosophie, le diplôme d'études approfondies. Comment vous êtes retrouvé dans l'Hexagone après l'épisode de Dakar? En fait, c'est après la licence que je suis allé en France. J'ai fait simplement une demande de transfert en France. Ça a été examiné ici à l'office du bac. Il y avait une structure en tout cas qui examinait ça. Et puis bon, ben, les délibérations m'ont retenu. Et c'est comme ça que je suis parti. Mais il a fallu que je fasse un détour par Dakar pour ramasser mes affaires et continuer directement à Paris. Pourquoi? Est-ce que Dakar ne vous plaisait pas ou est-ce que c'était la seule possibilité qui s'offrait à vous de pouvoir poursuivre donc un troisième cycle? Mais il faut reconnaître qu'à l'époque, à Dakar, il n'y avait pas de doctorat. Et moi, j'avais l'intention effectivement de continuer le doctorat, donc j'ai demandé directement à aller en France, ce qui me facilitait un peu allait me faciliter les choses. Et un autre aspect, c'était que bon, j'avais mon petit frère aussi qui était là-bas, donc beaucoup de gens que je connaissais, donc ça m'a incité à demander à y aller. Monsieur Nama, 78-80, vous êtes doctorant, comme vous l'avez dit, c'était votre ambition, pouvoir poursuivre le troisième cycle jusqu'au doctorat. Que s'est-il passé ensuite? Que vous étiez doctorat? Non, il s'est passé qu'entre-temps, mon prof n'était pas... C'est un vieux prof, il était souffrant, et je n'ai pas pu terminer, et on me harcelait pour que je rentre au pays. On avait déjà coupé la bourse parce qu'on cherchait des professeurs de philosophie, ça ne courait pas les rues. Et donc, bon, moi je me suis dit, bon, je pouvais partir et puis revenir, terminer quoi.
Seulement quand je suis arrivé, je n'avais plus envie de faire quoi que ce soit. Donc je me suis acclimaté et bon, ben voilà, je n'ai plus terminé mon doctorat. Donc vous rentrez, vous êtes professeur donc, de philosophie, immédiatement employé. Oui, et... tout à fait. Employé même avant que je ne rentre au pays, c'était déjà calé. C'est-à-dire qu'on m'avait déjà intégré à la fonction publique avant même que je ne vienne. Je suis juste venu faire les papiers et puis bon, voilà. Nous avons profité effectivement de ces facilités à l'époque, mais quelques années après nous, c'était plus comme ça, c'était difficile. Pour être recruté à la fonction publique, on est passé par des tests, puis ensuite des concours, voilà. Aujourd'hui, vous savez ce que c'est. Nous en savons quelque chose. Ah, ok. Monsieur, voilà. En 90, vous obtenez le certificat d'aptitude professionnelle. Là également, vous étiez un peu des cobayes. Oui, c'est vrai. Je crois que nous étions les premiers à faire ça. Mais bon, évidemment, dans la mesure où c'est dans votre discipline qu'on vous interrogeait et tout, je dois dire que le fait d'être le fils d'un instituteur, ça m'a beaucoup arrangé. Je crois qu'en matière pédagogique, les instituteurs, ils sont imbattables. Un professeur de lycée n'a rien à... disons, un instituteur n'a rien à envier à un professeur de lycée, ni même à un professeur d'université en matière de pédagogie, parce qu'eux, ils apprennent la pédagogie et ils sont très très forts dedans. Évidemment, en discutant souvent avec mon père, en regardant ce cahier de préparation, ça m'a donné un tic aussi à préparer mes cours avant d'y aller, au lieu d'aller donner des cours ex cathedra, comme on dit. Je préparais donc mes cours, je savais ce que j'allais faire, les 5 premières minutes et tout ça, ce que j'allais faire ensuite, et voilà, en conclusion, ce que j'allais faire. Tout était programmé avant même que je ne vienne. Alors que vous savez, généralement dans les lycées, hein, on vient, bon, on démarre comme ça, sans échauffer même les élèves. Oui. Et voilà. Donc j'avais cet avantage-là. Et ça m'a facilité la vie. Je crois que si vous avez fait un micro-trottoir, les élèves que j'ai eus allaient vous parler un peu de ma méthode d'enseignement. Okay. Voilà. En tout cas, de 80 jusqu'à 93, vous enseignez donc la philosophie dans plusieurs établissements. Oui. L'école normande, le lycée Marienne Gouabi, oui. Le lycée municipal de Ouagadougou, le petit séminaire de Pabré, le petit séminaire de Baskouré. Donc, vous avez enseigné dans tous ces établissements. Alors, à côté donc de cette vie assez tranquille d'enseignant, c'est aussi une vie marquée par un engagement dans la société civile, la défense des droits de l'homme. 81 à 91, déjà vous êtes secrétaire à l'organisation du SINTER, le syndicat national des travailleurs de l'éducation et de la recherche. Quel était le fondement de cet engagement? Est-ce que vous étiez un rouge? Parce que c'est un syndicat que l'on classe dans cette couleur. Oui, quand vous avez cité les séminaires et tout, l'épisode que vous avez sauté, que vous ignorez peut-être, c'est que j'ai été dégagé de la fonction publique. J'étais suspendu, disons, parce que justement, on considérait que j'étais contre la révolution. C'est curieux, en même temps qu'on me considérait comme un révolutionnaire, on me dit je suis contre-révolutionnaire. Et pourquoi on vous a dégagé? Il paraît que je m'opposais à la marche radieuse de la révolution. C'était le concept qui avait été utilisé. C'était un ennemi du peuple. Voilà, si vous voulez, ça n'a pas été dit de cette façon, mais bon, je m'opposais à la marche radieuse de la révolution, c'est-à-dire que je refusais d'aller au champ collectif de Wayenne, j'ai refusé effectivement une affectation arbitraire, etc. Bon, vrai, et puis on m'a chassé. En fait... Est-ce que ce n'était pas vous plutôt qui était... à l'époque, un fonctionnaire, disons, réactionnaire, qui refusait d'obéir peut-être aux instructions? Oui, mais réactionnaire par rapport à quoi? Par rapport à la révolution démocratique et populaire. Moi aussi, j'avais mon idée de la révolution. Il ne faut pas oublier quand même les débats estudiantins qu'il y a eu avant l'avènement de la révolution. S'opposaient deux ailes, effectivement, deux courants au niveau du mouvement étudiant.
moins démocratique, révolutionnaire dans le pays, eh bien, il y a une aile qui est allée au pouvoir, qui a fait la révolution avec Sankara. Il y a une aile qui est demeurée sur ses bases. Et voilà, c'est cette aile qu'on a considérée comme étant contre-révolutionnaire parce que justement, n'a pas suivi le courant qui a adoubé Sankara et tout ça. Voilà, c'est tout simplement ça. Vous n'étiez pas fasciné par Sankara? Si personnellement, c'est pas que je n'étais pas fasciné. J'admirais l'engagement de l'homme, son volontarisme et tout, son énergie. Mais bon, d'un point de vue idéologique, je trouvais qu'il y avait un peu de cafouillage, quoi. Je trouvais qu'il y avait un peu de cafouillage. Je ne me retrouvais pas, en tout cas, dans ces j'allais dire, dans ses professions de foi idéologiques. Par contre, son nationalisme, j'adhérais à tout ça. On peut effectivement, dans tous les cas, je n'ai rien fait contre la révolution. Je n'ai pas posé un acte contre la révolution, pas du tout. J'ai continué à enseigner. Vous n'êtes pas allé au champ collectif? Mais je ne suis pas allé au champ collectif, non, parce que je n'ai pas été recruté pour aller cultiver. Non, ça, il n'était pas question. J'ai été recruté pour enseigner, non pour aller cultiver. Mais vous n'aviez pas peur parce qu'à l'époque, un conseil des ministres et un dégagement est vite arrivé? Mais c'est ce qui est arrivé justement. C'est ce qui est arrivé. J'ai été effectivement passé en conseil des ministres et puis bon, ben, on m'a chassé jusqu'en 1987 où ils nous ont rappelé. Ça a été difficile? Ben, oui, ça a été difficile, mais bon, il faut relativiser parce que comme il manquait des professeurs de philosophie, les séminaires sont venus me chercher, Pabré m'a cherché, Baskouré m'a cherché, donc moi je faisais la navette. C'est vrai qu'on avait interdit à quiconque de nous embaucher, mais évidemment, vu le besoin qu'il y a, évidemment, ils sont venus me chercher et puis moi j'ai continué à enseigner. Monsieur Nama, vous avez donc été suspendu sous la Révolution. Des moments difficiles. Heureusement donc qu'il y avait les séminaires, vous avez pu poursuivre. 87 octobre, c'est l'arrêt brutal donc de la Révolution, la mort du président Thomas Sankara. Est-ce que vous faites partie de ceux qui ont applaudi la fin de cette aventure-là? Je vais vous dire une chose. J'ai un ami qui est malheureusement décédé aujourd'hui, qui s'appelle Aimé Nikema. Lorsque Sankara tenait ses discours à Ouagadougou, ses meetings à Ouagadougou, il venait me chercher pour qu'on aille assister au discours de Sankara. C'est pour vous dire que l'homme nous fascinait quand même, malgré tout. Et lorsque j'ai été suspendu, lui aussi il a été suspendu, comme moi. Il était professeur d'université, il a été suspendu comme moi. Vous croyez que nous allons ruminer ces choses-là? Non. Parce qu'on s'était promis de faire quelque chose. Il avait une parcelle. Moi, j'ai dit, bon, on va monter un restaurant là-bas, un maquis. Toi, tu vas gérer le maquis. Et comme moi, je suis rentré avec une voiture de France, je vais faire le taxi en ville. Vous voyez? C'est pour vous dire la bonne disposition. On lui donnait sa chance. Mais on était sceptiques. On savait que ça ne pouvait pas aller loin. Voilà. Mais évidemment, quand c'est arrivé, vous pensez qu'avec notre, j'allais dire, posture vis-à-vis de lui, est-ce qu'on peut se réjouir de la fin de sa révolution? On ne souhaitait qu'il réussisse dans ce qu'il fait, dans ce qu'il faisait. En plus, ce qui est dramatique, c'est qu'il est mort. Est-ce qu'on peut se réjouir de la mort d'un homme aussi dynamique, d'un homme aussi charmant? Voilà. Mais vous n'avez pas été surpris par la fin? Non, non, pas du tout. Vous savez qu'avant même ça, il y a eu la situation dans le pays était délétère. Il y a des tracts orduriers qui sortaient sur lui et sur son gouvernement. Entre eux, ils ont commencé à se déchirer au niveau de la révolution. Ce qui s'est passé, ce n'est pas entre ceux qu'ils appelaient les contre-révolutionnaires qui n'étaient même pas dans leur système et puis eux. C'est entre eux qui se sont mangés, en quelque sorte. Ce qui a fait dire à quelqu'un que la révolution mangeait ses enfants. Mangeait ses enfants, voilà, effectivement. Donc, 81-91, je l'ai déjà dit, secrétaire à l'organisation du syndicat national des travailleurs de l'éducation et de la recherche, le SINTER.
Donc, comme je l'ai dit, ça signifie que vous aviez donc, vous étiez un rouge. En tout cas, c'est comme ça qu'on vous caricature. Bon, vous savez, évidemment, ça vient justement de cela, puisque effectivement, ce sont des syndicats qui sont censés être sous la mouvance PCRViste. On a vite fait de qualifier ces syndicats-là de PCRvistes, en quelque sorte. Et les militants, effectivement, de rouge, ce qui est entièrement faux. Ce sont des organisations de masse qui regroupaient tout le monde. Et sans doute, il y avait des rouges parmi eux, mais tout le monde n'était pas rouge. Ce n'était pas votre cas? Ce n'était pas mon cas. Ces syndicats-là, jusqu'aujourd'hui, sont considérés quand même comme, disons, des syndicats assez radicaux. Pourquoi par l'exécutif, la plupart du temps. Est-ce que vous comprenez ce positionnement-là? Radicaux, c'est-à-dire que quand ils posent les problèmes, il est difficile de dire qu'ils n'ont pas raison. Ok? Il est vraiment difficile de dire qu'ils n'ont pas raison. Maintenant, quand vous dites qu'ils sont radicaux, ce ne sont pas des jusqu'au-boutistes. Moi, je constate que ce ne sont pas des jusqu'au-boutistes. Mais évidemment, par rapport aux syndicats, à la configuration syndicale générale, évidemment, on peut les traiter de radicaux parce que, bon, ce ne sont pas des gens ils n'aiment pas les compromissions. Alors, je pense que c'est à cause de ça que, bon, on peut peut-être les traiter de radicaux, mais non, moi je ne suis pas d'accord avec ce qualificatif, parce que moi j'ai été un responsable syndical, nous faisions des compromis, parce que nous savions que le tout ou rien ne vous apporte rien. Le tout ou rien, la politique du tout ou rien, ça ne vous mène pas loin. Et nous n'avons jamais pratiqué ça. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le même regard, c'est la même lecture que vous avez de la lutte syndicale aujourd'hui? Bon, vous savez, certains gestes, certaines paroles et certaines attitudes peuvent laisser croire effectivement qu'il y a un radicalisme comme vous le dites, quoi. Mais évidemment, lorsqu'on regarde, on situe l'événement, le mouvement dans le temps, on se rend compte en fait ils finissent par mettre de l'eau dans le vin pour quand même qu'on puisse avancer. En tout cas, c'est le constat que moi j'ai fait. Okay. Je ne pense pas que ce sont des radicaux. Si c'était des radicaux, je crois qu'ils ont les moyens de bloquer ce pays. Et s'ils ne le font pas, c'est parce que quand même ce sont des patriotes qui voient loin et qui font des analyses et qui ne sont pas, j'allais dire, c'est pas des anarchistes. Monsieur Nama, vice-président puis président de la commission arbitrale du MBDHP, 92 à 98, secrétaire permanent du collectif pour l'organisation indépendante des élections, administrateur de projet à la Commission nationale pour l'UNESCO, 93 à 2009, retraité de la fonction publique depuis 2009. Voilà donc un parcours riche, mais votre casquette la plus connue demeure sans doute quand même celle du journalisme. Germain Bitu Nama, surtout connu pour donc être un journaliste. Comment le philosophe est-il entré dans ce métier? C'est vrai qu'au départ, vous avez dit, la philosophie n'était pas votre choix, c'était le journalisme dès le départ, même si vous avez été choisi en philosophie, orienté en philosophie. Comment vous avez réussi après à revenir à votre premier amour, si on peut le dire ainsi? Ouais, ok. Vous savez, en 1984, je demandais à Luc Adolphe Thiao, qui était directeur de Sidoya, je crois, c'est à peu près cette époque, de me concevoir la maquette d'un journal. À l'époque, ce n'était pas un journal d'information générale que je voulais créer, mais un journal professionnel que j'avais baptisé la Gazette de l'éducation. Alors, nous avons fait, effectivement, il a trouvé quelqu'un qui a produit cette maquette, qui a rubriqué ce journal et tout ça, mais malheureusement, le projet n'a pas pu voir le jour. Je dois dire que nos moyens étaient limités. Et puis, bon, comme j'avais la possibilité aussi d'écrire dans plusieurs journaux, j'écrivais même dans Sidoya. Hein. J'écrivais dans Sidoya, mais les gens ne savaient pas que j'écrivais dans Sidoya depuis ce temps-là. Sous un pseudo? Ah oui. Mais, non, mais quand il s'agissait des articles qui portaient sur
la vie nationale et surtout sur la philosophie, parce que j'ai écrit sur la philosophie dans Citoyen, j'écrivais sous mon vrai nom. Effectivement, j'écrivais aussi sous un pseudonyme. Donc ça veut dire que malgré l'orientation depuis l'université, cette passion pour le journalisme ne nous a jamais quittés? Non, je pense que ça ne m'a jamais quitté. Et la preuve, c'est que quand Norbert Zongo a créé, d'abord quand il travaillait à la clé, je savais que dans les conditions dans lesquelles il travaillait, ce sont les mêmes conditions qui existaient à l'indépendant. Il travaillait pratiquement seul, même à la clé. Il avait quelques stagiaires, mais bon, le seul journaliste, c'était lui, en quelque sorte. Mais quand j'allais en mission, je venais avec des articles, je lui donnais, et lui-même, il m'avait demandé d'animer une page philosophique à l'intention des élèves. Et moi, effectivement, j'animais une page de méthodologie philosophique dans le journal La Clé. Donc, je n'ai jamais abandonné. Au niveau de l'indépendance, ça, c'était clair. J'écrivais beaucoup plus souvent. Je ne pouvais pas faire une mission à l'extérieur sans revenir avec un papier. Bon, je m'abstenais d'écrire ici, à partir effectivement des réalités d'ici. Je donnais effectivement un œil extérieur. À travers les missions que j'effectuais à l'extérieur, je revenais avec des articles pour Norbert Zongo. Mais écrire, parce qu'on n'écrit pas de la même manière en journalisme qu'on écrit en philosophie, est-ce que vous direz que la passion suffit pour entrer dans le journalisme? Non, 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 la passion ne suffit pas. Moi, je suis, c'est vrai, un professeur de philosophie, mais vous savez, la réadaptation n'est pas difficile pour moi. Il suffit de vouloir apprendre. Si vous acceptez d'apprendre, il n'y a aucun problème. Si vous-même, vous n'avez jamais su que moi j'étais enseignant. Pourtant, voilà, vous pensez que moi j'étais journaliste. Absolument. Voilà, non, je ne suis pas journaliste de carrière, de profession. Je suis professeur de philosophie, mais j'ai embrassé le journalisme et je l'ai fait en me disant qu'on ne peut pas écrire n'importe comment. J'ai cherché à connaître les règles d'écriture au niveau du journalisme et j'ai appris. Voilà. La proximité avec Norbert Zongo à l'époque? Oui, la proximité avec... Est-ce que ça vous a valu que est-ce que ça ne vous a pas créé des problèmes? Parce qu'il était connu comme quelqu'un qui n'évitait pas toujours les problèmes. Oui, mais moi-même j'étais une forte tête à l'époque. Donc en fait, c'est deux fortes têtes qui se sont retrouvées. Norbert Zongo, sa proximité ne pouvait pas me créer des problèmes. À moi-même, j'étais un problème en quelque sorte. La preuve, ce n'est pas Norbert Zongo qui... c'est depuis 1987 qu'on a été chassé et tout ça. Pourtant, disons, ma collaboration avec Norbert Zongo n'était pas si intense que ça, en quelque sorte. C'était un ami, c'est vrai, mais... non, je crois que c'était clair du moment où vous étiez effectivement dans un syndicat qui avait sa vision, qui avait ses méthodes de lutte. Évidemment, vous étiez classé. Vous étiez classé. Vous savez, il y a je ne sais même pas c'est quel pouvoir, c'était le pouvoir de CMRPN déjà, à l'époque. De Seyzerbo. Ils ont sorti une liste dans laquelle mon nom figurait à licencier, c'est-à-dire à chasser de la fonction publique. Est-ce que vous voyez, depuis cette époque? Alors, donc c'est pour vous dire que, bon, je n'ai pas eu besoin effectivement de Norbert Zongo pour me faire cette réputation de, j'allais dire, de contestataire dans ce pays. Depuis 2001, vous êtes membre de la Société des éditeurs de presse. 99-2001, co-directeur de l'hebdomadaire L'Indépendant. Oui. Bien sûr, après la disparition tragique de Norbert Zongo et puis tout ce qu'il y a eu derrière comme soubresaut. L'Indépendant de Norbert Zongo, aujourd'hui disparu. Selon vous, qu'est-ce qui a fait que ce journal n'a pas survécu à Norbert Zongo? Bon, il y avait des problèmes, à mon avis, il y avait des problèmes internes. La gestion familiale, effectivement, se heurtait à la gestion professionnelle du journal. Et moi, c'est ce que je vois comme diagnostic. Au niveau, c'est ça qui a un peu gêné, effectivement, le fonctionnement, à mon avis, de ce journal-là.
Voilà, donc plusieurs équipes se sont succédées à l'indépendant, mais j'ai constaté que ces équipes-là n'ont pas tenu, jusqu'à ce que le journal même ferme. Certains ont estimé que c'était à la limite comme une deuxième mort pour Norbert Oui, Zongo. mais bien sûr, c'est triste effectivement que l'indépendant disparaisse. Parce que notre projet était effectivement de faire en sorte que l'indépendance survive à la mort de Norbert Zongo. Bon, mais en tous les cas, comme de toute façon on pouvait effectivement relever le flambeau d'une autre manière, nous avons estimé qu'il fallait créer un journal sur lequel nous avions un entier contrôle pour effectivement continuer le travail que nous nous sommes assignés depuis l'engagement que nous avons pris sur les cendres de Norbert Zongo. En tout cas, c'était donc l'option, bien sûr, du journalisme d'investigation. En 2001, vous fondez l'événement bimensuel d'investigation qui fête aujourd'hui ses 20 ans. Cette année, je vais dire, vous le dites, pour vous, c'était déjà de reprendre un flambeau. Oui, le numéro 00 le fixe, le serment, c'est le titre de numéro 00 de l'éditorial, c'est le serment. On l'a dit bien sûr très clairement, c'est-à-dire que ce journal venait reprendre le flambeau de Norbert Zongo et allait se battre jusqu'à ce que la vérité éclate, n'est-ce pas, sur sa mort. Je pense que nous sommes toujours dans cette dynamique-là. Rien n'est encore gagné justement sur cette question et nous continuons donc le combat. Vous avez bon espoir parce qu'aujourd'hui le dossier avance. Monsieur François Compaoré qui est donc inculpé, on attend son transfèrement de la France vers ici, mais on a l'impression que c'est une arlésienne. Oui, ça traîne effectivement, mais vous savez, le temps de la justice, ce n'est pas le temps parfois des hommes, hein, je vous assure. Ça passe, ça peut aller de génération en génération. Vous savez, il y a même des criminels de la Seconde Guerre mondiale qui ne sont pas encore jugés. Et donc il y en a qui ont été jugés récemment, etc. Donc je pense qu'il faut prendre son mal en patience. Heureusement, en tout cas, un mandat d'arrêt a été lancé contre lui. On croise les doigts pour que ça se déroule bien, pour qu'on puisse enfin effectivement l'avoir ici et savoir un peu quel a été son rôle exact dans la mort de Norbert Zongo. Monsieur Nama, le journalisme d'investigation, parlons-en. Oui. C'est donc en tout cas le credo de l'événement. Oui. D'autres journaux aujourd'hui sont également dans le même registre. Oui. Est-ce qu'on a l'impression quand même que c'est un peu le printemps du journalisme d'investigation au Burkina? Bon, oui, c'est fort heureusement que c'est comme ça. Je crois que c'est Norbert Zongo qui nous a donné cette passion. Et en tout cas, gloire à lui. Et si effectivement le journalisme d'investigation a pignon sur rue aujourd'hui, je pense qu'il faut s'en féliciter. Et je crois que le pays gagne beaucoup parce que le journalisme d'investigation va au fond des choses, arrive effectivement à détecter les causes de la mauvaise gouvernance et c'est très bien pour le pays. Donc, je le disais, M. Nama, l'événement aujourd'hui a donc 20 ans. Comment se porte le canard? Le canard se porte comme le pays, en quelque sorte. Disons que l'environnement média aujourd'hui, notamment au niveau de la presse écrite, est très, très difficile. Parce que, d'abord, l'économie des médias est très, très, très difficile par ce temps qui court. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a la concurrence. 2, le produit publicitaire, il est rare. Et 3, nous faisons effectivement l'objet de piratage, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on prend nos journaux, on les ventile, les PDF, on les ventile partout, si bien que les gens n'achètent plus les journaux. Donc aussitôt sorti, ça circule dans les groupes WhatsApp. Je suis sûr que vous les recevez vous-même partout. En tout cas, nous avons l'écho que notre journal circule un peu partout. Donc, vous comprenez, puis c'est général. Il faut qu'on trouve un système, le moyen. Quelle peut être la solution selon vous? Bon, je crois que la profession est en train de trouver une solution. Je crois qu'il y a le moyen de crypter effectivement l'information, c'est-à-dire qu'on ne pourra même plus copier quoi que ce soit. On ne peut plus prendre un fichier
sauf les abonnés, peuvent avoir un code pour pouvoir accéder à ça. Donc je crois que c'est par ça que nous pouvons effectivement nous sauver un peu de ce piratage-là. Monsieur Nama, cette dernière semaine a été marquée donc par l'intervention du CSC, le Conseil supérieur de la communication, à la suite du drame de Solhan, cette attaque terroriste qui a fait 132 morts. Le CSC donc, en tout cas, épinglé un certain nombre d'organes pour manquement, notamment donc le groupe média Omega qui a écopé d'une suspension de 5 jours. D'autres médias ont écopé donc de mise en demeure. Certaines organisations de la profession estiment que le CSC a eu la main lourde et que véritablement le gendarme a fait un abus. Quelle est la lecture que vous en faites? Le CSC est dans son rôle à vouloir effectivement réguler l'information. Il est parfaitement dans son rôle. Surtout que nous traversons une situation sécuritaire extrêmement difficile où l'information sensible peut faire effectivement des ravages. Je peux, sous cet angle-là, je peux comprendre le CSC. Là où justement je déplore un peu son attitude, c'est qu'il n'a pas pris le temps d'étudier le dossier en fait. Parce que, en fait, de quoi s'agit-il? Il s'agit effectivement, d'abord la bagarre s'est portée sur le nombre de victimes. Et le nombre de victimes, voilà. La radio a annoncé que les terroristes sont revenus. Ils ont annoncé le lendemain qu'il y a un bus qui a été intercepté et dont les passagers ont tous été massacrés, 47 morts. Et qu'il y avait une autre attaque dans un autre village qui était en cours. Et des informations qui, peut-être après, pour certaines en tout cas, se sont révélées inexactes. Oui, notamment pour le cas. Notamment pour le cas donc, du bus. Voilà, qui aurait été intercepté et dont les passagers ont été massacrés. L'attaque qui était en cours dans un autre village, ça s'est révélé inexact. Maintenant, le débat se pose parce que bon, le maire, l'adjoint au maire de Solhan estime qu'effectivement, les terroristes sont revenus la nuit, qui contredit la position officielle. Voilà. Donc je pense que si on s'était donné le temps d'examiner les choses, au moins cette histoire qui sont revenus là, ça tombe à l'eau. La question du nombre également, ça tombe à l'eau parce qu'on est jusqu'à présent, on ne s'accorde pas sur le nombre de victimes à Solhan. 132. Je pense que le maire, l'adjoint au maire a confirmé ce bilan. Ah non. Mais jusqu'à aujourd'hui, moi j'ai des chiffres des 160 et même parfois des chiffres qui dépassent les 160. Parce qu'on peut engager la polémique là-dessus. Sauf que, enfin, à moins qu'effectivement on nous donne la preuve de la manière dont eux ont fait leur décompte. Ça, c'est tout à fait discutable. Donc vous estimez que le CSC a réagi sous le coup de l'émotion? Sous le coup de l'émotion et de la précipitation. Là où effectivement il y a un problème, c'est l'information concernant le cas qui s'est révélée inexacte. Mais là aussi, je crois que l'attitude aurait consisté à chercher à voir comment le journaliste a travaillé. Est-ce qu'il a recoupé l'information? Est-ce qu'il a travaillé de bonne foi? C'est ça, effectivement, qui devait permettre au CSC, effectivement, de prendre des mesures. Parce que je ne pense pas quand même que, d'abord, il a donné la manière dont il a travaillé, il a effectivement recoupé l'information, il a donné effectivement un certain nombre d'indications là-dessus. Et après ça, moi je ne pense quand même pas qu'un journaliste, sur cette question sensible, va chercher à nuire. Donc, effectivement, je pense que quand on dit que le CSC a eu la main lourde, c'est ça. En réalité, ce qu'il aurait dû faire, de mon point de vue, c'est d'attirer l'attention, effectivement, des journalistes sur des situations sensibles de ce genre. On ne perd rien à retenir l'information pendant un certain temps, le temps effectivement de voir venir. Est-ce que ce n'est pas ça justement le problème? Parce que ce type d'information qui se révèle après inexact, ce n'est pas la première fois. On a quand même, on est un peu coutumier de cela. Je vais vous dire une chose, c'est à qui la faute? Vous téléphonez à l'autorité publique.
qui ne réagit pas. Vous êtes un journaliste comme moi. Combien de fois vous avez voulu effectivement des informations de la part de l'autorité que vous ne pouvez même pas accéder à l'autorité? Alors que l'opinion attend. Mais quand l'autorité publique ne réagit pas, qu'est-ce qu'on fait? On se retourne vers l'information de terrain. Voilà. Maintenant, c'est que l'information de terrain peut avoir ses insuffisances. Mais ce n'est pas parce que vraiment c'est insuffisant qu'on va vous sortir le gourdin pour vous taper. Même si vous avez pris des précautions pour vérifier l'information. Vous savez très bien que dans ces circonstances-là, la rumeur aussi, effectivement, il joue fait son effet. Les gens vont vous dire, bon, c'est exact, ils vont vous donner, et on ne sait pas, le circuit de l'information, ça tourne tellement que vous allez avoir les mêmes informations partout. Pour vous, c'est une information qui est recoupée. Alors que quelque part, il y a un problème. Pour vous, la profession n'a rien à se reprocher? Bon, je ne peux pas dire qu'elle n'a rien à se reprocher, puisque effectivement, ça peut créer des problèmes, ça peut créer... Moi-même, personnellement, lorsque c'est arrivé, quand j'ai lu ça, vraiment, j'étais triste. J'étais triste. Quand même, 100 et quelques morts, et puis encore un massacre, même j'étais désemparé. Mais moi, quand j'ai appris que c'est finalement pas vrai là, au lieu que je sois énervé, moi j'étais soulagé. J'étais soulagé que ce ne soit pas vrai. Voilà. Bon, donc en fait, je crois que c'est tout à fait discutable. Maintenant, comme je dis, c'est discutable. Le CSC a pris sa décision. On peut l'apprécier de plusieurs manières. Moi, c'est ma manière de voir ça, mais moi, j'aurais souhaité simplement que le CSC donne des avertissements aux uns et aux autres pour qu'ils fassent attention à ce genre de choses parce que ça peut créer des préjudices graves. Monsieur Nama, actualité, cette semaine dominée par l'ouverture du dialogue politique. Le président donc a procédé à l'ouverture de ce cadre d'échange entre majorité et opposition. Déjà, quelle est votre lecture déjà de la tenue même de ce cadre d'échange? Je crois que c'est un cadre maintenant qui est formalisé au niveau de la République. C'est normal, effectivement, qu'ils échangent sur les enjeux, les grands enjeux du pays. Il semble qu'il y a la question de la réconciliation. Il y a la question des élections, la réforme du code électoral, voilà, notamment dans la perspective des législatives. Il y a la question de l'insécurité aussi. Oui, bon, et puis il se trouve que c'est à leur niveau, c'est au niveau des politiques qu'il y a toujours des problèmes. Donc il faut qu'ils se concertent. Parce que la bagarre, c'est eux qui font la bagarre chaque fois. Voilà. Maintenant, il y a quand même un problème. Est-ce que ça peut apporter de l'apaisement? Est-ce que ça peut contribuer à apaiser le discours politique, par exemple? Mais tout à fait. Je crois que Blaise Compaoré l'a compris. C'est lui-même qui a initié le dialogue politique. Et le caractère apaisant de ce dialogue politique, il est là. Ça a été vérifié. Quand bien même, il y en a qui trouvent que les gens ne se disent pas la vérité, en quelque sorte. Mais en tout cas, du point de vue du principe et de la démarche, moi je trouve que c'est très bien. Et maintenant, je pense, j'espère que les gens vont se dire, ils vont, j'allais dire, ils vont réfléchir pays au lieu de réfléchir parti ou réfléchir individu. Dans ce cas-là, je pense que c'est le pays qui gagne. Donc, alors maintenant, l'opposition a changé, le chef de file de l'opposition a changé. Maintenant, c'est le CDP qui se retrouve à expérimenter l'opposition. Bon, je pense que, bon, on va voir un peu quelle est la posture qu'ils adoptent par rapport à ça, parce que, bon, c'était eux qui géraient le pays et les autres étaient dans l'opposition. Ils sont passés de l'autre côté de la table. Ils sont passés de l'autre côté. Alors, donc, tout ça, ce sont des expériences qui peuvent bénéficier aux uns et aux autres. On attend donc de voir les conclusions. Voilà, absolument. La lutte contre l'insécurité, je l'ai dit, c'est l'une des grandes préoccupations du pays à l'heure actuelle, avec surtout donc, ce drame de Solan dont on n'a pas fini de parler, 132 morts, en tout cas sur le bilan officiel, en quelques heures. Aujourd'hui, la question qui se pose, c'est que faire parce que ça fait 5 ans que ça dure. Et on a l'impression que finalement, c'est un serpent de mer. Vous savez, ce problème-là, vraiment, c'est un problème tellement pénible, tellement délicat que quand on l'aborde, il faut prendre des gants. Parce qu'il y a des gens qui meurent.
il y a non seulement les populations qui meurent, mais il y a aussi les soldats qui meurent. Donc on ne peut pas effectivement aborder ça un peu à l'emporte-pièce, en quelque sorte. Mais seulement les questions que je me pose quand on a un poste avancé, comme le prépositionnement de l'armée au niveau de Seba. De Seba. Mais je ne comprends pas pourquoi on peut être posté à ce niveau-là et puis ne pas pouvoir intervenir à quelques 10-15 km de là. Est-ce que eux, ils sont dans leur caserne? Est-ce qu'ils n'ont pas d'espions dans les villages environnants? Parce que ça aussi leur rôle. Le renseignement, il faut absolument infiltrer les villages pour pouvoir effectivement se renseigner. Alors, être surpris de cette manière et laisser massacrer les gens, vous savez, c'est vraiment terrible, c'est pénible. Voilà. Parce qu'on se demande vraiment, ils sont allés là-bas pour se protéger eux-mêmes ou bien c'est pour protéger les populations. On évoque des questions de prudence. C'était la nuit, tard dans la nuit, avec des routes éventuellement minées. Mais vous ne prenez pas la route, vous prenez la brousse. Moi, j'ai fait le service militaire. On prenait rarement les routes. Quand, par exemple, la route n'est pas praticable, vous prenez la brousse, tout simplement. Vous avez effectivement des instruments pour vous orienter. Voilà. Maintenant, si vous avez des gens dans la zone là-bas qui peuvent vous renseigner, ça vous permet d'avancer. Voilà, en tout cas, moi, je ne suis pas un spécialiste, j'allais dire, stratège militaire, mais il y a quand même des questions de profondes qu'on se pose pour, vraiment qui font que ce qui s'est passé à Sola, c'est vraiment c'est difficile à accepter, c'est difficile à comprendre. Il y a la création cette semaine également des forces spéciales, en tout cas de façon officielle. Bon, les forces spéciales, si c'est vraiment des forces spécialisées, c'est vraiment dans la lutte contre le terrorisme, chapeau. J'espère que... Parce que le tout n'est pas effectivement de préparer des forces, il faut qu'ils y ait des moyens de projection. Les moyens de projection, c'est quoi? C'est des moyens mobiles. Des moyens aériens. Des moyens aériens et tout ça. Parce que s'il se passe quelque chose, quelque part, s'ils sont capables, ils ont des moyens pour s'y déporter en 20-30 minutes, là, ça peut résoudre notre problème. Mais si c'est encore pour prendre des véhicules qui sont souvent en mauvais état pour y aller, je crois que ça ne nous avance pas d'avoir des forces. Faut-il négocier? Négocier? Négocier dans cette guerre contre les terroristes. Vous savez, ce n'est pas une question à laquelle on peut répondre par oui ou par non. Ça dépend de qui est devant vous. Est-ce que la personne qui est devant vous, est-ce qu'elle veut négocier? Mais c'est une option à ne pas écarter. C'est une option qu'on ne peut pas écarter, mais ça dépend de l'individu qui est en face. D'autant plus que même, il semble que c'est des Burkinabés qui sont là. De plus en plus, c'est des Burkinabés, ce n'est pas des étrangers. Si on peut discuter entre nous, il n'y a aucun problème à le faire. La fin annoncée de Barkhane, en tout cas la France qui annonce plutôt une évolution de la force Barkhane qui ne s'appelle plus Barkhane, mais qui va prendre un autre visage plus international. Voilà, c'est des effets, comment on appelle ça encore? Des effets de manche? Voilà, c'est des effets de manche. On a annoncé la fin de Barkhane et puis pour nous venir 2 jours après nous dire qu'en fait ils ne partent pas. C'est-à-dire que c'est un repositionnement en quelque sorte. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Autant effectivement se repositionner tout simplement. Voilà. Parce que la réorganisation, là, mais ça peut se faire à tout moment. À chaque fois, il faut se réorganiser selon les circonstances. Pour vous, Barkhane, c'est un échec? Mais pour le moment, en tout cas, on n'en voit pas les résultats tangibles. Hein. C'est vrai qu'ils ont de temps en temps des résultats, mais moi, je pense qu'ils peuvent faire mieux. Je pense qu'ils peuvent faire mieux. Est-ce que vous croyez en cette force internationale que la France appelle de ses voeux? Avec un visage plus européen, plus international? Moi, je crois à la force des Burkinabés, eux-mêmes, organisés, dotés de bons moyens, effectivement, contre le terrorisme. Si, effectivement, nous étions mis dans ces conditions, il y a longtemps qu'on aurait résolu, en tout cas, réduit le terrorisme. On aurait réduit le terrorisme. Certains pensent que c'est peut-être un mal pour un bien, parce que il y a certaines puissances qui peut-être hésitaient à s'engager dans le Sahel parce qu'elles estimaient que c'était la guerre de la France. Oui, mais il faut faire attention de ne pas quitter une ombrelle pour retomber sous une autre ombrelle.
C'est ça Pour vous, il ne faut pas attendre une solution d'une quelconque puissance. Non, mais vraiment, c'est ça justement. C'est-à-dire qu'il faut demander à ces puissances-là de vous aider à avoir les moyens de vous battre. C'est ça. Nous ne fabriquons pas les armes, c'est eux qui les fabriquent. Voilà. Il semble qu'il est difficile, par exemple, pour un pays comme le Burkina Faso, de se doter d'armes ailleurs qu'en France. Si vous voulez prendre des armes ailleurs, il faut l'autorisation, en quelque sorte, de la France. Est-ce que qu'est-ce que ça veut dire? Dans un pays confronté au terrorisme, qui veut effectivement s'en sortir, tu n'as pas la possibilité de recourir à des bonnes volontés qui peuvent effectivement t'aider à résoudre tes problèmes logistiques. Est-ce que ce n'est pas là également, le Sahel n'est pas également quand même le symbole de l'incapacité, disons, des Africains, de l'Afrique de façon générale, mais même de la sous-région? Parce qu'on voit qu'il y a des discours qui disent, voilà, il faut que plus de solidarité dans ce combat. Même au sein de la CEDEAO, le discours est connu depuis longtemps. On a l'impression que ça s'arrête là. Le terrorisme atteint de déborder en Côte d'Ivoire, déjà. Vous savez, l'Afrique, c'est ça, c'est la tristesse absolue. J'aime bien prendre l'exemple de ce ministre sénégalais qui se réjouissait effectivement de l'implication du Tchad au Sahel, parce qu'il me disait vraiment que nos armées ne peuvent rien. Et en le disant, il se retournait pour voir si quelqu'un l'écoutait et tout ça. Donc, en fait, mais vous attendez que ce soit les Tchadiens qui viennent vous sauver? Ça, vraiment, c'est de la part quand même d'un responsable, d'un ministre, mais c'est vraiment surprenant. Et c'est ça l'Afrique. Les gens sont là, au lieu de préparer vos armées à affronter le péril qui est là, et qui n'est pas prêt, effectivement, de finir. Non, vous attendez que les gens viennent d'ailleurs pour vous aider. Non, c'est pas comme ça. Voilà. Mais les Tchadiens aussi ont leurs problèmes. Ils ont beaucoup d'armes chez eux. Ils ont des problèmes. Et puis, quand même, c'est pas normal qu'ils viennent mourir pour nous. Voilà, parce qu'ils ont leurs propres problèmes, ils ont leur rébellion, et puis ils ont même le terrorisme chez eux. Voilà. Donc vous trouvez qu'on ne fait pas encore assez pour se défendre? Oh là là, on ne fait rien du tout. C'est-à-dire que le problème, c'est un drame. C'est le drame africain. On ne fait rien pour... Bon, la question qui se pose, est-ce que vraiment ils en ont vraiment les moyens? C'est ça aussi. D'abord, ils n'ont pas d'argent. Il faut qu'ils commandent de l'argent. Or, ceux, effectivement, qui donnent l'argent aussi font du chantage. C'est ça le problème. Maintenant, comment peuvent-ils s'organiser pour parer à cela? C'est toute la problématique. Hein? Est-ce qu'on peut faire confiance à nos responsables, quand même pour avoir l'intelligence de trouver des solutions endogènes pour régler cette question sécuritaire? En tout cas, vraiment, c'est la grande question qui est posée. Et moi, je croise le doigt, j'appelle de mes voeux le jour où les Africains trouveront enfin une solution endogène. Voilà. Réconciliation nationale, c'est également l'une des priorités de l'heure à côté donc, de la lutte contre l'insécurité. Le ministre d'État Zéphirin Diabré est donc sur le pont depuis sa nomination, multiplie les rencontres avec un forum qui est annoncé. Quelle est la lecture que vous avez de ce processus de réconciliation? Bon, écoutez, s'il y a effectivement un problème de réconciliation, s'il y a un problème, je dis, bon, il faut absolument qu'on indique. Je crois que le processus qui est engagé nous permettra de faire le point aussi, de faire le diagnostic de la situation, des fractures qu'il y a dans notre société. Vous ne semblez pas y croire? Bon, vous savez, c'est pas qu'il n'y a pas de fracture. C'est pas qu'il n'y a pas de fracture. Mais est-ce que c'est forcément la solution dans laquelle nous sommes là qui va régler ça? Voilà. Vous semblez sceptique? Peut-être qu'il y a des méthodes plus discrètes, moins spectaculaires. Voilà, parce que honnêtement, quand on parle de réconciliation, effectivement, moi, la grande question de réconciliation qu'il y a, c'est la question communautaire. C'est la fracture au niveau de notre propre communauté. Par exemple, la stigmatisation, par exemple, des Peuls. Mais il y a aussi les exilés.
On a l'ancien président Blaise Compaoré. Ça, c'est vraiment une moindre... C'est vraiment la moindre des choses. Ça, c'est vraiment pas difficile à régler. Vous pensez? Non, Il y a non. la justice, l'ancien président rentre, il doit aller d'abord voir le juge. Il n'a pas... Non, non, c'est-à-dire que, bon, il n'a pas besoin d'aller directement voir le juge. Ça peut se passer autrement. Mais on ne peut pas éluder la question de la justice. C'est ça qu'il faut retenir. On ne peut pas passer par perte de profit la question de la justice. Maintenant, par respect pour lui, il ne va pas descendre de l'avion et puis on l'amène à la justice. Lui, Kao est venu, il est rentré chez lui avant de repartir voir le juge, de façon tout à fait libre. Est-ce qu'il y a un problème à ça? Mais lui, il ne veut pas. D'abord, il a quitté le pays, de son propre pays, il a fui, la justice, pour parler de l'ancien président. Et maintenant, à son retour, là, on fait des discours. On oublie même les questions essentielles, c'est son problème qui est là. Non, je pense que ce n'est pas ça. Lui-même, il faut quand même qu'il s'exprime, qu'il nous aide à régler cette question. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait une fixation, une trop grande fixation sur sa personne, alors que son cas n'est pas le plus gros problème, effectivement, du pays. Moi, j'estime que son problème peut être réglé plus facilement que les autres. Ce n'est pas plus important, ça n'a rien à voir, ça ne se mesure même pas à la question communautaire qui se pose. Parce que qui est très, très grave. Est-ce que vous voyez? Donc, bon, qu'on nous épargne effectivement ces faux problèmes et qu'on envisage les vrais problèmes. En tous les cas, Zéphirin Diabré, il a une méthodologie que moi j'apprécie. Moi j'ai lu un peu sa méthodologie, je pense que ça peut nous permettre de sérier les problèmes et de commencer à les attaquer de front. En tout cas, je ne désespère pas que quelque chose sortira de cela. Si on suit sa méthodologie, quelque chose sortira de là. Mais il faut aussi que nous ayons l'honnêteté et la franchise de vouloir régler nos problèmes. Monsieur Nama, actualité internationale marquée à côté de chez nous par le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire après 10 ans d'exil, après être passé par la case CPI, complètement donc blanchi, il est rentré. D'abord, votre réaction sur ce retour en Côte d'Ivoire? Je pense que dès lors qu'il a été blanchi, c'est tout à fait normal qu'il revienne dans son pays. Je me réjouis pour lui parce que ce n'est pas du tout intéressant d'être un exilé politique. Et d'ailleurs, c'est la même chose pour Blaise. Moi, je le plains quand même. Ça fait des années qu'il est dehors. Ce n'est pas du tout intéressant qu'il soit là-bas comme ça, alors que c'est un Burkinabé. Il devrait rentrer dans son pays. Donc, je me réjouis que M. Gbagbo ait pu rentrer chez lui. Maintenant, j'espère que les Ivoiriens trouveront une solution au problème, parce que ce n'est pas le seul problème de la CPI. Il a des problèmes à l'intérieur du pays aussi, puisqu'il a été condamné à 20 ans. À 20 ans de prison. À 20 ans de prison. Et puis, il est revenu en tout cas avec tout ce qui a précédé comme discours autour d'un processus de réconciliation également. Je pense que c'est ce qu'il a affirmé. Quand il est arrivé, il a dit, dès ses premières affirmations, donc je suis votre soldat, parlant donc à ses militants du FPI. Pour vous, aujourd'hui, est-ce que ça peut apaiser le climat politique? Parce qu'on a vu déjà son arrivée avec tout ce qu'il y a eu comme échauffourée à Abidjan. Est-ce que vous êtes optimiste quant à l'apaisement du climat politique en Côte d'Ivoire? Moi, je crois que Gbagbo doit affirmer véritablement son leadership politique. Parce que son entourage, là, c'est un entourage belliqueux. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à ressortir le sabre. Et lorsque vous les entendez parler, il n'y a pas de parole d'apaisement au niveau d'un certain nombre de ces lieutenants. Donc, il faut qu'ils prennent le temps de calmer ces militants et de les préparer à aller vers une véritable réconciliation. Une véritable réconciliation, ce n'est pas revenir sur les querelles anciennes. C'est toi, c'est moi qui avais raison, c'est toi qui avais tort, etc. Ça ne permet pas d'aller loin. Il se trouve qu'il y a 3000 morts et chacun d'entre eux, chacun des acteurs politiques de premier plan est responsable de ce qui est arrivé.
vous faites votre mea culpa et vous prenez un engagement à travailler à ce que plus jamais pareille situation ne se reproduise en Côte d'Ivoire. Je crois que c'est comme ça, c'est cette démarche-là qui pourra permettre en tout cas de sauver la Côte d'Ivoire. Mais si on écoute les sirènes de vengeresse là... Ça vous inquiète? Ah ben oui, c'est inquiétant, mais je ne sais pas si vous écoutez, vous avez le temps d'écouter de temps en temps, en tout cas, les protagonistes en Côte d'Ivoire, mais c'est très inquiétant. Mais bon, l'enjeu est tellement délicat et fort qu'il faut qu'il se dépasse, qu'il trouve le moyen effectivement d'aller à l'apaisement plutôt que toujours à vouloir se regarder en chien de faïence. Monsieur Nama, ça va être le mot de la fin. Merci d'être passé sur le plateau de l'émission Sur la Brèche. Madame, monsieur, l'invité ce soir, eh bien, monsieur Germain Bitiou Nama, journaliste, directeur, fondateur du bimensuel L'événement, un bimensuel qui fête donc cette année ses 20 ans d'existence. Merci encore, monsieur Nama. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous, mesdames, messieurs, d'être restés en notre compagnie, d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous le dimanche prochain pour un autre numéro de votre émission.